Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique, votre nouveau rendez-vous quotidien. Tous les jours, nous allons décoder les chiffres, anticiper les tendances des marchés et comprendre les enjeux économiques au Maroc et dans le monde. Au menu de Focus économique aujourd'hui, l'envolée des prix du pétrole, des prix assujettis aux tensions politiques. Entre l'annonce par le gouvernement de l'Est libyen de la fermeture des champs pétroliers et de l'arrêt de la production et des exportations, la Fed qui se prépare à baisser ses taux directeurs et les tensions au Moyen-Orient, le prix du pétrole semble tiraillé par des forces contradictoires. Inquiétude concernant les pénuries d'approvisionnement, quel équilibre pour l'offre et la demande? À quand une stabilisation des prix du marché? On en parle aujourd'hui avec M. Anas Abdoun. Vous êtes consultant en stratégie spécialisé dans les énergies hydrocarbures. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est un plaisir toujours de vous avoir en tout cas avec nous. Alors comment peut-on expliquer aujourd'hui ce rebond du prix du pétrole? Alors il y a ces derniers mois, la tendance effectivement était plutôt une tendance baissière. On a vu le prix du baril de Brent passer à peu près de 85 à 75 dollars. Et puis on a vu ces dernières semaines une légère hausse. On atteint aujourd'hui les 79, 80 dollars. Le prix du baril de Brent, ça se justifie grosso modo par trois principales raisons. La première, c'est toujours le risque de la régionalisation du conflit au Moyen-Orient. On sait qu'effectivement, le conflit et la guerre à Gaza n'a pas d'impact ou impacte très peu les prix du baril, mais il y a toujours un risque de la régionalisation. On sait que à la frontière entre Israël et le Liban, le conflit devient de plus en plus intense. Et puis il y a toujours cette menace de réponse iranienne face à l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran il y a quelque temps. Deuxième tendance, effectivement, vous l'aviez dit en préambule, c'est ce qui se passe en Libye. La Libye est toujours divisée entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Et donc, effectivement, suite à un litige concernant la politique de la Banque centrale libyenne, le gouvernement de Benghazi, donc le gouvernement de l'Est, a décidé effectivement d'arrêter la production. Donc la Libye passait sur une production et une exportation à peu près de 1 100 000 barils par jour à un peu moins de 600 000 par jour. Donc c'est à moitié moins de produits exportés sur le marché. Et puis troisième élément qui impacte aussi les produits, c'est les prix, c'est la baisse des stocks américains, des stocks stratégiques. Et donc on sait qu'il va y avoir effectivement une politique de réapprovisionnement de ces stocks-là qui aura un impact, qui ont un impact à la hausse. On va en parler de ces points plus en détail, justement par rapport à la Libye, cette décision justement d'arrêter la production et également l'exportation du pétrole. Comment impacte-t-elle justement l'offre mondiale? Alors elle a un impact en réalité relativement limité parce que je le disais, la Libye c'est 1 million 100 000 de barils par jour. On est loin effectivement de grands joueurs comme l'Arabie Saoudite qui sont à 12 millions et demi. Et en même temps, c'est une politique relativement récurrente que la Libye, effectivement, à chaque fois qu'il y a un litige entre le gouvernement de Benghazi et de Tripoli, ça s'impacte directement sur la capacité d'exporter et de produire. Parce que la particularité libyenne, c'est que les champs pétroliers sont à l'est, mais les infrastructures d'exportation sont à l'ouest. Et donc, il faut impérativement une entente entre les deux gouvernements rivaux pour pouvoir effectivement exporter en full capacité sur les marchés internationaux. Et donc, c'est souvent pris en considération par les marchés financiers que la production libyenne est instable. Donc, elle impacte légèrement les prix, mais pas tant que cela. Donc, si on devait se projeter et se poser la question si elle impactait durablement justement le marché, non. Non, le marché est beaucoup plus impacté aujourd'hui par la demande que par l'offre. Parce qu'il y a un risque, effectivement, ce que je disais, le risque géopolitique accentue sur la demande, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Libye. Et malgré ces risques-là, donc on sait que, par exemple, les pétroliers ne passent pas par le canal de Suez, mais font le tour par la Cap de Bonne-Espérance. On sait qu'il y a le risque des régionalisations au Proche-Orient et la réponse iranienne l'Iran aussi est un pays producteur. Tous ces éléments de régionalisation et de risque sur la production au Moyen-Orient devraient normalement ramener le prix du baril à 90-95 dollars. Or, aujourd'hui, on a 80 dollars. C'est que le marché financier se préoccupe davantage de la demande qui est plutôt baissière que le manque d'offres aujourd'hui. Et justement, comment expliquer cette baisse de la demande et comment y faire face aussi? Alors, la baisse de la demande est directement liée et corrélée avec la croissance et la stimulation économique mondiale. Aujourd'hui, l'économie mondiale est encore portée par les États-Unis et par la Chine. Et effectivement, les derniers
analyses économiques qui nous viennent, que ce soit de Pékin ou de Washington, nous montrent effectivement des économies qui ne tombent pas en récession, qui résistent effectivement, mais qui ne sont pas dans leur capacité de production, d'exportation maximale. Et donc forcément, ça impacte beaucoup l'économie mondiale. L'Union européenne n'est pas au meilleur de sa forme au niveau des agrégats macroéconomiques. L'Allemagne, qui est la première puissance économique en Europe, aujourd'hui sort à peine de la récession. Donc vous avez un certain nombre comme ça de facteurs macroéconomiques, des grandes puissances économiques donc, qui poussent un petit peu l'économie mondiale, qui montrent effectivement qu'on n'est pas encore dans un effet de reprise. Une économie mondiale donc aujourd'hui encore fluctuante, pas de stabilité, une incertitude économique en tout cas, comme vous venez d'expliquer. Pourquoi les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie divergent avec celles de l'OPEP concernant justement cette croissance de la demande? Écoutez, chacun prêche pour sa paroisse en réalité. L'OPEP et maintenant l'OPEP+, effectivement, c'est une organisation qui protège en fait les intérêts des pays producteurs et des pays exportateurs. Et donc ils ont tendance davantage à prendre en considération deux éléments qui sont plutôt l'optimisme au niveau de la demande, première chose. Et puis deuxième chose, dans les calculs de l'OPEP, ils prennent en considération les annonces des quotas de production et d'exportation. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a souvent un gap entre les annonces de certains pays, je nomme par exemple le Nigeria et l'Irak, qui font des annonces de quotas de production, mais qui souvent dépassent ces quotas de production. Et puis de l'autre côté, l'Agence internationale de l'énergie, donc c'est relié à l'OCDE, ça a été créé en 1974 après le premier choc pétrolier. C'est une organisation qui défend les intérêts des consommateurs et des importateurs, et donc elle prend davantage en considération les divergences entre les annonces et les productions des pays de l'OPEP, et en même temps, elle est aussi biaisée. Elle prend par exemple beaucoup trop en considération la transition environnementale sur le véritable impact de la demande de l'énergie. Souvent, c'est surestimé. Et donc, généralement, toutes les analyses économiques, les grandes banques d'affaires, effectivement, qui donnent effectivement une analyse de la prospective économique et de l'état de la demande et de l'offre des marchés pétroliers, souvent se situent entre les annonces de l'OPEP et ceux de l'Agence internationale de l'énergie. Un petit peu au milieu pour être sûr d'avoir la bonne donne en tout cas. Exactement. Et revenons donc sur ce point dont vous parliez tout à l'heure, dont j'ai parlé en introduction, mais vous aussi en début de question pour expliquer un petit peu la situation, cette flambée des prix. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Amérique, ces élections américaines, comment impacteront-elles les prix du marché mondial ? Les élections américaines auront très peu d'impact en réalité sur les prix du baril. L'élection américaine de 2008, par exemple, avait, elle, un véritable impact parce qu'il y avait un véritable débat entre les démocrates et les républicains sur l'utilisation et l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste. On sait que les États-Unis regorgent de pétrole et de gaz de schiste. On sait qu'effectivement, que pour extraire ce gaz de schiste, il faut de la fracturation hydraulique, ce qui a un impact environnemental. Et à l'époque, le camp démocrate était plutôt contre et bien sûr, les républicains voulaient utiliser effectivement cette technologie de la fracturation hydraulique. Or, aujourd'hui, cela ne fait plus débat. Le camp démocrate, comme le camp républicain, veut continuer la production de pétrole et de gaz de schiste parce que ça leur donne une autonomie stratégique et puis ça leur aussi assure un certain nombre de ressources financières non négligeables. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ce soit Kamala Harris ou bien Donald Trump, il n'y aura pas d'impact en réalité sur les prix du baril. Pas donc d'impact réel en fonction du candidat qui sera choisi en novembre prochain. Pourquoi certains pays de l'OPEP+ ont décidé de maintenir des réductions de production ? Écoutez, dans la vision des pays producteurs du pétrole, lorsqu'on est comme aujourd'hui sur un baril à 80 $, on est sur un point d'équilibre, mais ce n'est pas pleinement satisfaisant. L'objectif de l'OPEP et de l'OPEP+, c'est d'abord un cartel, et donc l'objectif principal, c'est de soutenir la hausse des prix. Et donc en réduisant l'offre sur le marché, mécaniquement, on est censé influer sur la hausse des prix. La tendance, c'est que l'OPEP est de moins en moins influente sur les prix des hydrocarbures parce que la part de production de l'OPEP dans la production mondiale est de moins en moins importante, d'où d'ailleurs la nouvelle organisation de l'OPEP+, qui inclut la Russie. Parmi l'ensemble de ces pays, il y a véritablement deux pays qui soutiennent effectivement la limitation de production et d'exportation, qui sont l'Arabie Saoudite et la Russie. On sait que l'Arabie Saoudite, dans une transformation économique complète, Saudi Aramco joue un rôle considérable effectivement dans cette transition économique. Et pour pouvoir assurer cette transition économique, il faut du capital. Pour pallier aux investissements directs étrangers qui semblent un petit peu baisser aujourd'hui en Arabie Saoudite, il faut un prix du baril conséquent pour pouvoir financer ces projets. Et puis l'autre pays qui soutient également les quotas de production, effectivement, c'est la Russie, parce que ça lui permet plus facilement de contourner les sanctions de l'Union européenne, du G7, les sanctions occidentales contre la Russie, et puis ça lui permet également de financer l'effort de guerre en Ukraine.
Donc cette réduction, en tout cas, de production, choisie par certains pays, dont ces deux pays principalement, n'a pas un réel impact sur la demande. Oui, pour qu'il y ait un réel impact, et ça a déjà été vu il y a quelques mois, il y a quelques années, il faut qu'effectivement l'ensemble des pays de l'OPEP+, acceptent ou jouent le jeu des quotas de production. On sait que, je le disais, l'Irak, le Nigeria ne jouent pas le jeu. Et c'est souvent la Russie et l'Arabie Saoudite qui pallient le manquement parce qu'il y a un certain nombre de pays, comme l'Irak qui est dans une logique de reconstruction, comme le Venezuela qui est en crise économique, comme le Nigeria qui est dans une logique de développement, ne veulent pas jouer le jeu des quotas de production. C'est la raison pour laquelle seule l'Arabie Saoudite, la Russie, dans une moindre mesure d'autres pays, les Émirats arabes unis, mais qui sont beaucoup trop petits en termes de production, peuvent jouer ce rôle-là, mais ça n'a pas autant d'impact qu'une décision commune et respectée de l'ensemble des pays de l'OPEP+. D'accord. Et quelles sont les conséquences économiques d'une hausse ou d'une baisse prolongée des prix du pétrole sur le marché, de manière générale? Écoutez, il y a une forte corrélation entre l'économie et la demande et la baisse du prix du pétrole. En général, la baisse des prix du pétrole a tendance à stimuler davantage les économies importatrices, dont le Maroc en fait partie. Et donc, effectivement, parfois, quand le prix atteint un pic, on voit des réductions économiques et donc l'offre baisse. Et donc, on voit un effet de relance sur les économies importatrices. Et puis, à l'inverse, effectivement, les pays exportateurs, que ce soit les pays exportateurs de gaz ou de pétrole, eux, vont dans une logique de réduction budgétaire considérable. Souvent, dans l'énergie, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et justement, quand est-ce qu'auront lieu justement les prochaines réunions de l'OPEP+, et quelle pourrait en être l'issue? Alors, la prochaine réunion ministérielle des membres de l'OPEP+, c'est en février 2025. Et donc, c'est là où, effectivement, l'ensemble des ministres vont se réunir, analyser, effectivement, la tendance de l'offre et la demande et voir s'il va y avoir des quotas de production, des réductions d'exportation. Cela dit, si on continue à avoir une baisse considérable des prix du pétrole, il n'est pas impossible, comme ça a déjà passé, comme c'est déjà arrivé, de voir une réunion extraordinaire. Et donc, que l'ensemble de ces ministres-là se réunissent avant février 2025 pour, encore une fois, réduire la production et envoyer un signal aussi au marché financier. Absolument. Donc, on arrive déjà au terme de cet entretien. Ça passe très vite avec vous, Monsieur Anas Abdoun. Mais tout de même, avant de finir en moins d'une petite minute, quels sont les principaux défis auxquels le marché pétrolier sera confronté d'ici les mois à venir, justement? Écoutez, inéluctablement, on regarde toujours ce qui se passe au Moyen-Orient. On est dans l'attente, effectivement, de voir si, après 11 mois de conflit à Gaza et d'une guerre terrible à Gaza, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on va plutôt vers un cessez-le-feu ou alors, au contraire, on va vers une régionalisation du conflit. C'est très important parce que si régionalisation du conflit il y a, ça impacte l'Iran qui est un grand producteur de pétrole, ça impacte un certain nombre de milices irakiennes qui sont très actives dans un pays producteur de pétrole, ça impacte effectivement le Yémen qui a une géographie très stratégique parce qu'elle empêche un certain nombre de pétroliers. Et donc, soit on voit les signaux effectivement de cette régionalisation qui prennent. Et donc, si c'est le cas, ça peut avoir effectivement un impact considérable. Donc, malgré que les marchés financiers se concentrent sur la demande, il y a toujours effectivement un œil qui est observé sur cette risque de régionalisation, auquel cas on pourrait voir effectivement voir le prix du baril atteindre des pics dépassant les 99 $, c'est certain. On ne l'espère pas en tout cas. Bien sûr. Mais merci à vous, Monsieur Anas Abdoun. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie et spécialisé dans les énergies hydrocarbures. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Plaisir partagé. Merci pour votre invitation. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain avec un nouvel invité pour un nouveau sujet éco.